podcast. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Verrier et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre une jeune fille blonde en robe de bal, une nouvelle radiophonique de Jean Marcillac et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir et qui est de Jean Marcillac est intitulée « Une jeune fille blonde en robe de bal ». Le fait divers qui l'a inspiré a paru au début de septembre 1953. Je rappelle que c'est à M. Marchand, à Libourne, que le tirage au sort a attribué la brochure dédicacée. Madame Marie-Josée Vidal, à Mâcon, recevra un roman policier. Troublant fait divers que celui-ci. Le 12 octobre, notre confrère Bernard Prieur le commentait en ces termes dans La Croix. Un certain caveau de famille, écrit-il, devait contenir 12 cercueils. À l'ouverture, on en trouva 13. Le cercueil clandestin recelait le corps d'une jeune femme inconnue, revêtue d'une robe de soirée. Inhumation secrète à la suite d'un assassinat, transfert mystérieux dans la nuit d'une sombre histoire familiale, mystère. L'examen médical montra qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Mais il restait encore une bonne marge de rêve aux amateurs d'émotions macabres, sentimentales et romantiques. Quelle Juliette, emportée au lendemain de son premier bal, était venue dormir, ombre secrète et tendre, dans cet étrange caveau. Entre tant d'hypothèses possibles, je me garderai bien de vous dire laquelle a choisi Jean Marcillac. Mais je ne veux pas laisser passer cette occasion de rappeler ce que nous avons déjà précisé à ce micro à plusieurs reprises. À savoir qu'il doit être bien entendu que nos auteurs, comme nous-mêmes, considérons les faits divers retenus uniquement comme des points de départ pour l'imagination, des tremplins pour l'inspiration. Nous nous bornons à en retenir simplement tel ou tel détail, de sorte que, lorsque l'histoire est achevée, il ne saurait plus exister la moindre corrélation entre cette histoire et le fait divers qui l'a inspiré, ni aucune allusion à quelque personne que ce soit réellement existante ou ayant réellement existé. Et maintenant, veuillez écouter Une jeune fille blonde en robe de bal. Bonjour, Le Goff. Salut, monsieur le maire. Il fait un temps de chien dans votre cimetière. Oh, ce n'est pas fini. Regardez là-bas, il y a un méchant grain qui menace au-dessus de l'océan. Alors expédions notre petite cérémonie avant qu'il ne pleuve. Où l'avez-vous mis, ce cercueil? Il est resté à côté de la tombe. Si vous voulez bien me suivre. Le Goff, vous nous avez fait là une découverte bien embêtante. C'est pas de ma faute, monsieur le maire. Je suis fossoyeur depuis 30 ans et je peux dire que jamais une chose pareille ne m'était encore arrivée. C'est mon secrétaire qui attend là-bas? Oui, il est avec monsieur le curé. Le curé, cette histoire n'est pas de son sort. Il est venu, qu'il m'a dit, par sympathie pour madame Le Hallec. Par sympathie. Et elle n'est pas encore là? Non. Oh, mais la voilà qui arrive. Bonjour, madame. Bonjour. Je ne vous fais pas mon compliment. Savez-vous que le portier voulait empêcher mon chauffeur de rouler dans le cimetière? Il est nouveau, madame, excusez-le. Il ignorait que pour vous, il n'y a pas de règlement. Eh ben, il me semble. Je dépense assez d'argent pour tous vos pauvres. D'abord, une ville bien administrée ne devrait pas avoir de pauvres. Tiens, monsieur le curé,
Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bien, chère madame, bonjour. Bonjour. J'ai tenu à être auprès de vous pour vous assister au cas Ou je mourrais d'émotion. Vous saurez que j'ai vu mon premier mort à l'âge de 8 ans et que j'ai éclaté de rire. C'est vous dire qu'à 70 ans, rien ne me fait peur. Alors, c'est ça le fameux cercueil? Oui, madame. Ouais, sapin et poignée de fer. Messieurs, dans la famille Le Hallec, on enterre dans du chêne verni et avec des poignées d'argent, vous devriez le savoir. Certes, mais il faut bien que l'on constate officiellement... Bon, alors, ouvrez-nous ça et qu'on en finisse. Permettez d'abord à mon secrétaire de lire le procès-verbal. Ah, toutes vos balivernes. Chère bonne madame, je vous ai fait mettre une chaise à l'abri du vent. Asseyez-vous, Bon. je ne sera pas long. Merci. Lecture du procès-verbal exposant les faits. Le 15 avril dernier, Madame Veuve Le Hallec, industrielle en conserverie à Saint-Jean-l'Océan, Finistère, a demandé l'ouverture de son caveau pour qu'il soit procédé à des réductions de corps. En ouvrant le dit caveau, le fossoyeur Le Goff y a trouvé non seulement les 12 cercueils inscrits sur les registres officiels, mais encore un 13e sans plaque d'identité et de provenance inconnue. L'enquête qui a suivi cette découverte n'ayant donné aucun résultat, le dit cercueil va donc être ouvert pour tenter d'identifier la personne défunte. Ceci en présence de Madame Le Hallec, de Loïc Angoulven, maire de Saint-Jean, et de son secrétaire Yvon Calvès. Vous êtes bien d'accord, madame? Je ne cours pas les cimetières pour m'amuser. Si je suis là, c'est que je suis d'accord. Parfait. Fossoyeur, veuillez ouvrir ce cercueil. Pauvre chère madame, voilà une cérémonie bien impressionnante. Mais non, vous m'embêtez. Si au moins la chaise que vous m'avez donnée tenait debout, je vais finir par me flanquer par terre, moi. Monsieur le secrétaire, ne pourrait-on pas trouver tout de suite une autre chaise pour madame Ah Le non, non, Hallec? il est bien temps, laissez-nous tranquille. Eh bien, Le Goff, ce cercueil. J'ai été visser le couvercle, monsieur le maire, seulement il y a un ennui. L'intérieur est doublé avec une feuille de tôle soudée. Il va falloir que je la découpe. Découpez, mon ami, découpez. Si je peux me permettre, ce détail à lui seul est un indice. Pour moi, cette personne est morte pendant l'occupation. Oui, dans ce pays, les Allemands exigeaient des cercueils entièrement doublés avec la tôle galvanisée. Et alors? En quoi cela prouve-t-il que c'est quelqu'un de ma famille? N'avez-vous enterré personne pendant l'occupation, madame? Mais- Ah si, monsieur le maire, si. Madame Le Hallec a enterré son petit-fils Michel, tué à 23 ans par un Allemand. Et son cercueil est d'ailleurs dans le caveau avec les autres. Tenez, penchez-vous. D'ici, vous pouvez l'apercevoir. Oui, en effet. Allons, bon, voilà qu'il pleut, ça c'est le bouquet. Enfin, heureusement que j'ai apporté mon parapluie, chère madame. Laissez-moi vous abriter. Monsieur le maire, madame, si vous voulez bien vous approcher, le corps est maintenant découvert. Ah, ce n'est pas trop tôt. Allons. Mais ma parole, elle porte une robe du soir. Oui, oui, c'est vrai. Ah, et en satin bleu pâle et décolleté. Ah, ça fait sérieux pour une morte. Et ces petits souliers de balle. Voyons, monsieur le curé, mettez votre parapluie au-dessus du cercueil. L'eau tombe sur le corps, elle va tout gâcher. Et c'est madame Le Hallec qui va être mouillée. Reconnaissez-vous cette personne, madame? Il n'y a plus une pincée de chair sur le visage et sur les mains, rien que de l'os. Vous pouvez reconnaître quelqu'un, vous, dans ces conditions-là? C'est que le séjour dans la tombe a dû être assez long. Une dizaine d'années au moins. J'ai l'œil. Ah, ça devait être une femme très jeune. Une jeune fille, peut-être. Ma fille a des cheveux d'un blond exactement pareil. C'est joli, cette couleur, vous ne trouvez pas? Voyons, madame, ce que vous voyez là, évoque-t-il en vous quelques souvenirs? Aucun. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous m'avez dérangé. Vous déclarez donc ne rien connaître de cette défunte. Absolument rien. Secrétaire, inscrivez cette déclaration. Et il pleut à torrent, monsieur le maire. Mon procès-verbal va être trempé. Je suis désolé, madame, que tout ceci n'ait donné aucun résultat. Je vous reconduis à votre voiture. Ouais. On passera demain à vous faire signer les papiers. Je vous promets qu'on identifiera cet inconnu. Le procureur de la République va être immédiatement saisi, il nommera un juge d'instruction... Ah et non, la- par exemple. La plaisanterie a assez duré. Fichez-moi la paix avec cette histoire et débarrassez-moi de ce cercueil, un point c'est tout. Mais madame, Il faut est inadmissible, monsieur le maire, que vous laissiez commettre de pareilles erreurs de sépulture. Je ne peux pourtant pas passer ma vie à m'occuper des morts. Pourquoi pas? J'aurai peut-être moins d'embêtements qu'avec les vivants. Désolé, mais je ne vais tout de même pas mourir pour vous faire plaisir. Bonsoir.
Personne ne m'a demandé, Pierre? Le directeur de l'usine. Il voulait parler à madame pour les nouvelles machines. Non, je le verrai demain. C'est tout? Il y a un monsieur dans le petit salon. Voici sa carte. Olivier Moreau. Connais pas. Ce n'est pas un journaliste, au moins. Je vous ai dit de me les flanquer tous à la porte. Oh non, madame, non. Celui-là n'est pas journaliste. Il est... Comment l'appelle-t-on spéléologue. Quoi? Madame, c'est bien ces gens qui se font descendre au fond des grottes et qui après ne peuvent plus remonter. Et que me veut cet énergumène? Il vient exprès de Paris pour faire une déclaration à madame. Une déclaration? Oui, au sujet du quoi? Du 13e cercueil. Ah. Et de quoi a-t-il l'air? Oh, je ne sais pas trop. Il a une petite barbe, l'œil pointu et les poches bourrées de pipes. J'y vais. Madame ne veut pas que je reste à proximité, si par hasard... Rassurez-vous, Pierre. Personne ne m'a jamais fait peur. Monsieur? Madame? Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça, ici? J'attends depuis 1 heure, alors je me suis permis d'allumer ma tête de zouave. Quoi? Et cette pipe d'écu. Et vous auriez pu ouvrir la fenêtre, au moins. Enfin, c'est fait, c'est fait. J'ai vu votre carte, je vous écoute. Madame, je viens exprès de Paris pour solliciter de vous une bonne action. Je n'aime pas beaucoup ce genre de préambule. Si vous avez saisi le prétexte d'un fait divers de journaux pour me soutirer de l'argent, reprenez votre train. Je ne suis pas une idiote. Et la clé du coffre est dans ma poche. Qui vous parle d'argent? Vous avez été au cimetière tout à l'heure. Oui. Et vous avez assisté à l'ouverture du 13e cercueil. Oui. Avez-vous reconnu cette jeune fille? Ah, parce que vous savez, vous, que c'est une jeune fille. L'avez-vous reconnue? Non. Où voulez-vous en venir? À ceci, madame. Je vous demande solennellement de laisser ce cercueil dans votre caveau. De quel droit me demandez-vous une pareille énormité? Parce que c'est moi qui l'y ai mis. Vous? Pourquoi? Parce que cette morte est Pascaline Aubertin, vous l'avez très bien connue. Je ne sais absolument pas de qui vous parlez. Bien, soyez raisonnable. J'aurais tellement préféré repartir en paix sans avoir à réveiller des morts. Je vous répète que je n'ai pas connu cette personne. Écoutez-moi. Puisque dans votre caveau, on doit procéder à des réductions de corps, vous allez faire en sorte que les restes de Pascaline Aubertin soient déposés dans le même réceptacle que ceux d'un certain autre mort de votre famille. De qui? Je suis étonné qu'il me faille préciser. Je veux parler de votre petit-fils Michel, tué à 23 ans par un Allemand. Mais... Michel et Pascaline s'aimaient, madame, vous devriez vous en souvenir. J'ignore absolument toute cette histoire et je me demande à quel titre vous intervenez ici avec cette espèce d'insolence. Michel était mon ami le plus intime, j'étais comme son frère. Vous? Allons donc, je ne vous ai jamais vu. Mais parce que vous n'avez pas connu les amis de votre petit-fils. Vous avez tout ignoré de sa vie, du moins tout ce qui pour lui avait de l'importance. Ah, si vous l'aviez aimé... Mais vous n'aimez personne. Mais je ne vais tout de même pas me laisser juger par un galopin de votre âge. Des juges de 35 ans, madame, cela se voit couramment. Ils ne sont pas forcément spécialisés dans les tribunaux pour enfants. Sortez, monsieur. Mais je préfère m'asseoir. Oh, ça. Nous parlions de votre petit-fils. Continuons. Vous le terrorisiez. Oh, bien sûr, il fallait qu'il travaille, ce jeune homme. Pour vous, avoir des amis, rire, aimer, tout ça était de l'improductif. Seul comptait le chiffre d'affaires des conserveries Le Halleck. Vous êtes femme, mais vous êtes resté fidèle à un seul parfum. Celui de la Saumure, dans laquelle chez vous on coupe le cou à 20 000 sardines par jour. Votre fils, le père de Michel, vous l'avez tué au travail. Et quand à 16 ans, le petit est devenu orphelin, vous l'avez arraché à sa mère pour le dresser. Parle. C'est l'héritier du nom, il fallait qu'il fût digne de la plus puissante famille industrielle de la région. Dût-il en craver, lui aussi. Je vais vous jeter dehors. Non, non, parce que maintenant vous êtes trop curieuse de ce que je pourrais vous apprendre. Ne pressentez-vous pas que sur bien des points, j'en sais plus que vous? Oui, je sais même des choses que vous avez soigneusement enfouies au tréfonds de vous-même. Vous êtes sorcier? Non. Spéléologue, oui. Les profondeurs cachées de la terre et des âmes sont souvent de la même substance. Elles m'intéressent plus qu'elles ne m'attirent, croyez-moi. Car je n'oublie pas qu'il y a aussi du ciel bleu, ce ciel bleu qui convenait si bien à Michel et Pascaline parce qu'ils étaient 2 enfants purs. Ils m'avaient choisi pour confident de leur joie et de leur peine. 2, j'ai tout connu, et leur histoire fut une pauvre histoire d'amour. Pas possible. Oui. Ça avait commencé en 39, par une belle nuit de juillet. J'avais, à votre insu, entraîné Michel au bal que donnaient les 2 Kerdrek pour les 20 ans de leur fille Joël.
Michel, qu'est-ce que tu regardes? Cette jeune fille là-bas, assise près de la porte. Jamais personne ne l'a fait danser. Dame, elle n'est pas bien jolie. Oh, ce nez spirituel un peu trop long, cette bouche sensuelle un peu trop grande, et au-dessus de tout cela, la mélancolie de ses yeux noirs. Mais idiot, elle est mieux que jolie. Et quant à l'élégance? Parce qu'elle est pauvre. Mais je suis sûr qu'elle a veillé plusieurs nuits de suite pour coudre elle-même cette robe de satin bleu pâle. Si simple. Qui fait des grignotis aux ourlets. Mais qui l'enveloppe dans ses plis comme un ange. Je sais qui c'est, attends. Je le reconnais. Mais dis vite. C'est une petite de la Poste. Oui, celle qui est toujours au guichet du télégraphe. Je l'inviterais bien, mais je ne sais pas danser la valse. Non, quel dommage, mon Dieu. Tu étais si romantique. Falbala, faux-fouet et moustache. Oh, fous-moi la pêche. Olivier. Hein? Je crois bien qu'elle s'en va. Tu la réclameras demain à son guichet. Voilà un slow, j'y vais. Mademoiselle, voulez-vous me permettre? Je partais. Ah, vous n'allez pas me faire ça, on est ici pour danser, allez, venez. Oh, mais vous êtes brutal. Oh, affreusement, mais vous n'avez pas l'air de vous douter que dans tout danseur, il y a l'homme préhistorique. Vous dites? N'êtes-vous pas obligé de vous laisser saisir par les mains du premier venu? Aujourd'hui, on n'enlève plus sur un cheval, on entraîne dans un passo doble. C'est du rapt en musique. Dorénavant, je me méfierai. Je m'appelle Michel, et vous? Pascaline. Original. Oh non, provençale. Je suis native de Toulon. Et vous avez quitté le soleil pour remonter vers nos brumes? J'ai suivi mon père qui avait acheté une pêcherie à Brest. Il était marin. Marin? Si vous saviez comme je l'envie. Il est mort il y a 2 ans. Je vous demande pardon. Mais d'abord, pourquoi partiez-vous si vite? Je n'ai pas encore l'âge de faire tapisserie. Mais parmi tous ces gens, vous ne connaissez personne? Joël est une amie de pension, elle a cru me faire plaisir en m'invitant. Mais depuis la mort de mon père, tant de choses ont changé. J'ai perdu ma mère toute jeune. Je reste seule avec une petite sœur et comme il faut vivre, je suis devenue fonctionnaire. Vous comprenez bien qu'on ne danse pas avec l'employé du télégraphe. Les imbéciles, tant pis pour eux. Pourtant, avec moi, ils ne devraient pas faire les malins. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est moi qui reçois et qui expédie leurs dépêches. Si vous saviez ce que peut dissimuler un langage télégraphique. Oh, ils ont beau écrire en petits nègres comme des sauvages, je les lis en clair, moi, leurs petites passions inavouées. Oh, pardonnez-leur, car ils savent très bien ce qu'ils font. Vous avez raison. Le dégoût de soi-même est aussi un châtiment. Venez sur la terrasse. Oui, l'air y est plus pur. Respirez. Brise marine sur fond d'acacia. Regardez la lune là-bas qui scintille sur l'océan. On dirait la dernière image d'un documentaire. Vous savez, il se termine toujours par un clair de lune sur l'eau où apparaît le mot fin. Ah, et avec cette différence que pour nous ce soir, le film ne fait que commencer. Vous auriez aimé être marin? Oh oui. Ah, hélas, je dois me contenter de mettre en conserve les poissons que les autres vont pêcher loin, très loin, vers les côtes d'Afrique. Je nourris mes rêves avec des poissons morts. Autrefois, j'allais au large avec mon père. Ces heures-là comptent parmi les plus exaltantes de ma vie. Je travaillais comme un vaillant petit mousse. Oh, vous devez être une fille formidable. Oh, je ne crois pas. Pascaline, aimeriez-vous partir avec moi là-bas sous une voile gonflée vers l'inconnu, dans cette ombre lumineuse? Oh, je n'entendrai plus que votre voix mêlée aux vagues. Votre voix pour moi tout seul. Il y aurait beaucoup de vent, et nous serions obligés de crier très fort pour nous murmurer les choses gentilles qui nous passeraient par la tête. Ne plaisantez pas. Tu étais là, je te cherchais. Tiens, je vous présente mon ami Olivier. Mademoiselle? Monsieur? Il possède un petit bateau attaché en bas dans une crique. Je lui emprunte souvent. Olivier, cette nuit, il me le faut. Et pourquoi faire? C'est un secret entre Pascaline et moi. Oh, mais... Tu vois, elle insiste. D'accord? Mes enfants, vous avez l'âge de raison. Merci. Venez, Pascaline. Oh, mais non, voyons. Service commandé. Olivier, nous prenons aussi ta moto.
Là, nous sommes assez loin de la côte. Naviguons à la voile, voulez-vous? Mais il n'y a pas de vent. Eh bien, nous l'attendrons. Vous avez froid? Un peu. Venez vous asseoir là, tout près de moi. Ah, puis d'abord, une robe de soirée, ce n'est pas une tenue pour un marin. Nous sommes deux fous. Mais heureusement. Ça, qu'est-ce que c'est? Une radio? Oui. On peut? Oh, si vous me préférez une chanson de Maurice Chevalier. Écoutez. Le prélude de Tristan. Ce qui nous arrive semble simple, Pascaline. Et pourtant, par quel miracle nous trouvons-nous seuls cette nuit, vous et moi, entre le ciel et l'eau, tandis que s'élève cette musique? Oh, on dirait qu'elle monte du fond de la mer. Une musique grave comme le bonheur. Oh, n'est-ce pas un de ces moments où l'on aimerait mourir? Mourir? Oh non, Michel, vivre. Vivre. C'est cette nuit-là, madame, que Michel et Pascaline se sont promis l'un à l'autre. Je trouve indécent que vous me parliez des maîtresses de mon petit-fils. Je vous ai dit qu'ils étaient deux enfants purs. Purs? Oh, laissez-moi rire. Ça, je l'affirme. Purs? Quand en décembre 42, Michel est venu me parler de cette fille et m'avouer qu'elle était enceinte. Ah, vous voyez bien que vous la connaissiez. Cette traînée. Je vous interdis. Michel fut le premier et le seul amour de Pascaline, madame. Malheur à qui oserait le nier. Comme vous la défendez, ma parole, vous en étiez amoureux, vous aussi. Cela ne regarde que moi. Tout de suite, Michel a voulu l'épouser. Il est allé vous supplier de consentir à son mariage. Il craignait le pire, mais à sa grande surprise, vous l'avez écouté avec une bonté, une apparence de compréhension dont vous n'étiez pas coutumière, il faut bien le dire. Peut-être à ce moment-là étiez-vous sincère et touché que ce fut à vous la première qu'il parla, plutôt qu'à sa mère. Une pauvre imbécile que j'avais neutralisée en la jetant dans les bras d'un gigolo. Bref, vous n'avez pas découragé Michel, et fou de joie, il est venu m'annoncer que vous lui aviez seulement demandé quelques jours de réflexion. Votre attitude bienveillante, presque tendre, lui laissait tous les espoirs. Moi, madame, j'étais le seul à n'être pas dupe. Dupe? De votre double jeu. Mon petit, quand on se trouve en face d'un être aussi exalté que l'était Michel, on ne doit pas craindre la duplicité. On agit avec habileté pour l'empêcher de commettre d'irrémédiables sottises. On gagne du temps. Si je lui avais dit tout de suite non, il se serait livré à je ne sais quelle folie. Et puis, je voulais prendre mes renseignements. Oui, j'ai appris que le père de cette fille était mort ruiné. Elle restait sans le sou, avec une sœur de 13 ans à sa charge. Michel était assez riche pour deux, pour trois. Dans notre famille, mon garçon, on n'épouse pas des pauvres. Une famille comme la mienne, c'est un édifice qui se construit étage par étage, génération par génération. Et si chaque pierre doit être le prix d'un sacrifice... La récompense, c'est l'argent, n'est-ce pas? Non, pas l'argent. L'orgueil. Et c'est là un plaisir qui a la pureté du diamant. Ouais, du diamant bien dur, bien glacial et qui coupe. Avec leur sensiblerie de raté, les petites gens ne comprendront jamais. Vous me blâmez. Saviez-vous seulement que cette Pascaline était gravement malade? Oui. Elle souffrait depuis l'enfance d'une endocardite aiguë. Dans son état, rien pouvait la faire mourir. Et c'est ça qui serait entré dans ma famille? Oh, non, tout de même.
Alors j'ai cassé le fil avec mes dents. Et je n'ai pas hésité sur le choix des moyens. Dites. Non, ça ne vous regarde pas. Après tout, si. Vous avez été le seul à comprendre que je jouais double jeu. C'est une opinion flatteuse. Et l'on ne flatte pas en vain une Le Halleck. Vous allez maintenant apprécier ma technique. J'en suis sûr. Le surlendemain de son aveu, j'ai envoyé Michel à la commandanture de Brest pour y régler une affaire de l'usine. Et sachant qu'il ne rentrerait que dans la nuit, je suis allé sonner chez cette fille. Il était 6 heures du soir. Mademoiselle Aubertin? C'est moi, madame. Je suis la grand-mère de Michel. Mon Dieu, entrez, madame. Excusez-moi de vous recevoir dans ce négligé, si j'avais su. Mais je viens de rentrer de mon travail, je m'étais sentie fatiguée, je m'étais étendue. Oui, vous êtes une grande malade, je le sais. Moi? Et puis, dans votre position actuelle, je comprends très bien. Asseyez-vous, madame. Je vous remercie. Quelle joie pour moi de vous connaître. Michel m'a tant parlé de vous. Je sais qu'avant-hier, vous avez été si bonne pour lui, pour nous. Votre petite sœur est bien à son cours d'anglais, comme chaque vendredi? Oui, comment le savez-vous? Je suis bien renseignée. Nous avons donc largement le temps de causer seul à seul. Je vous écoute. Mademoiselle, ce que j'ai à vous dire est assez... Enfin, je voudrais essayer de ne pas vous faire trop de peine. Michel a eu un accident? Non, il va très bien, rassurez-vous. Il m'a chargé d'une mission qu'il n'a pas eu le courage de remplir lui-même. De quoi s'agit-il? Voilà. Il a longuement réfléchi et, tout bien pesé, il estime que son mariage avec vous est impossible. Comment? Il songe, comme vous auriez dû le faire vous-même d'ailleurs, à la différence de situation qui vous sépare. Mais puisqu'il m'aime. Voici plus de 3 ans que dure votre aventure et vous y croyez toujours. Mais... Oh, ma pauvre petite. Et vous avez dû offrir trop d'amour à notre Michel et il s'en est lassé. N'est-ce pas la règle? Les hommes sont des conquérants, riches seulement de ce qu'ils n'ont pas encore. Après, c'est comme s'ils n'avaient rien eu. Michel est ma vie, madame. Je suis la sienne. Et ensemble, nous en avons créé une autre. Nous avons tracé notre route, droite, simple. Il n'y a plus qu'à la suivre. Je ne vois pas qu'entre lui et moi, il y ait place pour le moindre malentendu. Et pourtant... Oh, il a du mal s'exprimer et vous n'avez pas compris. Une lâcheté d'homme, mademoiselle, cela se comprend, fût-ce à demi-mot. Je ne vous crois pas. Je veux qu'il me parle lui-même. Je veux entendre de sa bouche les mots risibles que vous lui prêtez. Il ne viendra plus. Je ne vous crois pas. Pouvez-vous seulement me montrer une lettre de lui, le moindre papier? Oui. J'attends. Voici. Un chèque. La somme est jolie, n'est-ce pas? Ravissante. Il a tenu à se conduire en galant homme. J'espère qu'après une rupture aussi largement défrayée, vous aurez assez de dignité pour ne plus jamais le revoir. Quitter le pays, même, serait préférable. Je regrette, madame. Reprenez ce chèque. Pour moi, il n'est pas une preuve. Contesteriez-vous l'authenticité de la signature? Oh, non. Non, mais le libellé n'est pas de la main de Michel. Mon nom et la somme ont été imprimés à l'aide d'une machine qui perfore le papier précisément pour prévenir les faux. C'est de l'ironie. Je ne vous comprends pas. Il vous a été si facile, sous n'importe quel prétexte commercial, de demander à Michel de vous signer les chèques en blanc. Il ne s'est pas méfié, lui. Avec moi, vous n'avez pas de chance. Le coup est manqué. Je vous jure que... Dites-vous une fois pour toutes que je crois en Michel et que je suis bien décidée à défendre ce qui m'appartient. Ah, vous vous attendiez peut-être à trouver une petite victime pleurante et gémissante. Il y a erreur sur la personne, voilà tout. Je vous briserai. De la haine. À la bonne heure. Nous voici enfin sur un terrain solide. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite. Je n'ai pas fait les sordides calculs que vous supposez. Et je serais désolée d'épouser sa famille. Quoi, vous renoncez à Michel? À lui? Ah non. Mais ce que vous ignorez, c'est que depuis la mort de son père, il vous a reniés tous. Et quand il apprendra le petit trucage auquel vous venez de vous livrer, le fil qu'il retenait encore à vous sera définitivement rompu. Je le convaincrai. Vous n'en aurez pas le temps. Demain, nous serons partis. Partis? Après votre conversation de l'autre jour, vous aviez regagné le cœur de Michel. Ah oui, il s'était accusé de vous avoir méconnu, retrouvant d'un coup les sentiments naturels d'un petit-fils pour la bonne grand-mère que vous auriez dû être. Mais votre refus, nous l'avions tout de même prévu. Et dans ce cas, nous nous sommes jurés de fuir. Vous soyez tranquille, madame. Nous saurons être heureux ailleurs et sans vous. Trop tard. Pourquoi? Michel est parti pour un très long voyage. Vous mentez! Il est à Brest. Il est venu m'embrasser en passant, joyeux et si confiant dans l'avenir.
Oh ça, madame, il y a des accents qui ne trompent pas. J'irai l'attendre cette nuit, il ne passera pas à votre porte, je l'emmènerai. Il n'osera pas me fausser compagnie. Je suis sa femme. Il n'abandonnera pas l'usine. Oh, mais ce n'est pas le centre du monde. S'il abandonne l'usine, eh bien, je le ferai arrêter. Qu'est-ce que vous dites? Je le ferai arrêter sous n'importe quel prétexte. Je vous jure que vous ne l'aurez pas. Oh, c'est monstrueux. Concevez-vous ce que représente en pleine occupation l'arrestation d'un garçon de 23 ans par une police soumise aux Allemands? Taisez-vous. Vous saurez qu'on ne me résiste pas, à moi. Prenez garde, Michel a des amis qui seraient prêts à tout pour le venger. Je ne crains personne. Allez-vous-en. Je n'hésiterai devant rien pour vous faire souffrir. Allez-vous-en. Car vous n'êtes qu'une petite saleté, entendez-vous? Une petite saleté. Quoi? Elle se trouve mal? Allons, un peu d'énergie, que diable! C'était une syncope. Oui. Elle était tombée de tout son long sur le plancher. J'ai essayé de la traîner vers le lit, mais j'en avais pas la force. Je suis allé chez un docteur dans une maison voisine. Il soignait cette fille depuis plusieurs années. Il n'a pas été surpris de l'incident. Nous l'avons couchée et il a rédigé une ordonnance. Et savez-vous ce que j'ai fait, cher monsieur? Moi, l'orgueilleuse, moi, le monstre. Je suis allé chez le pharmacien. Et malgré mon âge, j'ai remonté chez cette Péronnelle la cardioline prescrite par le docteur. Vous voyez que je suis moins mauvaise que vous ne le pensez. J'ai trouvé en larmes la petite sœur qui venait de rentrer. Je lui ai remis le flacon et je suis reparti. Depuis, je n'ai jamais plus entendu parler de Mademoiselle Aubertin. Je suis confondu devant le luxe de détails que vous venez d'accumuler en me racontant cette scène. Et j'y ai pris plaisir, n'en doutez pas. Les médecins appellent cela de l'exhibitionnisme. Décidément, vous commencez à me plaire. La vie est si monotone. Je ne suis entouré que de chiffres molles et de pieds plats. Vous, au moins, votre conversation tient en éveil. Et j'ai encore largement de quoi vous tenir les yeux grands ouverts. Allez. Savez-vous ce qui s'est passé au cours de la nuit qui suivit cette scène atroce? Non. Figurez-vous que vers 4 heures du matin, quelqu'un frappa chez Pascaline. Qui était-ce? Moi. Ah. C'est Odette, la petite sœur, qui vint m'ouvrir. Olivier, qu'y a-t-il? Michel n'est pas encore là. Non, il doit venir? Oui, nous nous sommes donné rendez-vous ici. Pourquoi faire? Ça ne regarde pas les petites filles. Allez, va te recoucher. Oh, quand vous avez cogné, je dormais. Mais c'est de ton âge. Pascaline est encore malade. Sans cœur. Hier soir, en rentrant de mon cours d'anglais, je l'ai trouvée couchée. Elle était très faible. Il y avait auprès d'elle la grand-mère de Michel. Madame Le Hallec? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était venue pour lui parler, et au cours de leur conversation, Pascaline a eu une syncope. Cette dame a été très gentille avec moi. Elle m'a remis une petite bouteille de cardioline qu'elle avait été chercher chez le pharmacien, et elle m'a dit d'en donner à ma sœur pendant la nuit toutes les 2 heures. Tu n'y as pas manqué, j'espère. Oh non, j'ai bien fait, parce qu'à minuit, Pascaline avait l'air beaucoup mieux, et elle s'est endormie. Alors, à 2 heures du matin, quand j'ai vu qu'elle était bien calme, je n'ai pas osé la réveiller, et je me suis recouchée. Je vais voir si elle n'a besoin de rien. Oh, vous allez la réveiller. Peut-être nous a-t-elle entendu. Elle dort. Voyons son pouls. Mais... Approche la lampe. Elle ne respire plus. Qu'est-ce que vous dites? Donne-moi cette glace. Mais ce n'est pas vrai, dit Olivier. Ce n'est pas vrai. Pascaline. Tout est fini. Oh, elle est morte. C'est de ma faute. Pourquoi ta faute? J'aurais dû continuer à lui donner ces 50 gouttes. Hein? Ces dernières 50 gouttes l'auraient peut-être sauvée. Combien, dis-tu? 50 gouttes. C'est la quantité que la dame avait indiquée. La grand-mère de Michel t'a dit de donner 50 gouttes? Oui. Et à chaque fois? Oui, pourquoi? Où est l'ordonnance du docteur? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Du moment que la dame m'avait dit 50... Elle ne t'a pas donné l'ordonnance? Non. C'est pas possible, elle l'a déposée quelque part, il faut la trouver, il faut absolument la trouver. Là, peut-être... Oui, dans ce tas de papier, alors. Mais non, elle a dû la poser sur une table, un meuble quelconque. Non. Mais non. Dans la salle à manger? Voyons. Rien. Ça, qu'est-ce que c'est? Docteur Charlon, c'est ça. Cardioline, 5 gouttes toutes les 2 heures. Et le docteur a ordonné 5 gouttes, entends-tu, pas 50? Je jure que la dame m'a dit 50, je le jure. À cet instant, madame, j'ai eu la conviction qu'Odette ne mentait pas. En vous servant de cette petite fille, vous veniez de réussir là un crime parfait. Moi? Quelle preuve en avez-vous? Aucune. Et c'est bien pour ça.
J'avais laissé l'ordonnance à cette petite imbécile à 13 ans. On sait lire, je pense. Cette ordonnance, elle ne pouvait pas la trouver. Mais dis tout de suite que je l'avais cachée. Oh non! Vous êtes bien plus habile. Il y avait dans la salle à manger un secrétaire empire, et c'est sur le sommet assez élevé de ce meuble que j'ai trouvé l'ordonnance, posée bien à plat. Vous saviez que là, Odette était trop petite pour l'apercevoir. Vous avez beaucoup d'imagination. Je ne crois pas. Alors, pourquoi ne pas m'avoir appelé pour me confronter avec cet enfant? Pourquoi n'avoir pas cherché à me confondre? Avant tout, il fallait sauver Odette. Et je lui fais jurer de garder le secret sur cette abominable méprise. Personne ne devait savoir, Michel moins que tout autre. Le docteur Charlon a témoigné de l'insuffisance cardiaque de Pascaline et le permis d'inhumer a été accordé. Persistez-vous à dire que vous avez toujours ignoré cette mort? On dit que tôt ou tard, l'assassin revient sur le lieu de son crime. Vous n'avez pas le droit de m'accuser sans preuve. Il suffit de lire dans vos yeux, madame. Et ce que j'y vois est effrayant. Je jure que je suis innocente. Faut-il le jurer? Je ne sais pas, moi, sur Michel. Non. Car sa mort, à lui aussi, vous l'avez sur la conscience. C'est pas vrai. À l'aube qui suivit la mort de Pascaline, Michel a été tué rue Saint-André par une balle allemande alors qu'il rentrait à la maison. C'était une erreur et les occupants sont venus eux-mêmes s'en excuser auprès de moi. Une erreur? Ouais. Oui, c'est la version soutenue par les Français pour donner le change. Il avait un Ausweis, il était en règle. Mais une fois de plus, vous mentez, en feignant encore d'y croire. Soutiendrez-vous que vous n'avez pas su à la Libération quelle avait été l'activité de Michel dès 1941? Il avait créé un réseau, il était notre chef. Exalté, avez-vous dit? C'était au contraire avec un courage tranquille qu'il avait su galvaniser nos jeunes forces et avoir raison des plus timides. Nous l'aimions et nous aurions donné notre vie pour lui. Je vous ai dit que je devais le retrouver chez Pascaline vers 4 heures du matin. Il arriva à 4h30. C'est moi qui lui ouvris et tout de suite, sans remarquer mon visage bouleversé, il se mit à m'expliquer la mission qui motivait notre rendez-vous. Écoute, au 18 de la rue Saint-André, il y a une maison d'un étage qui a été réquisitionnée par les Allemands. Ouais. Elle est habitée par le commandant Kaufmann et son ordonnance. À cette heure-ci, ils sont tous les deux à la commandanture en train de fêter l'anniversaire du colonel. Ils ne rentreront pas avant l'aube. La maison est vide, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Kaufmann est revenu de Rennes vers minuit avec des documents sur le débarquement en Angleterre. Avant d'aller à la commandanture, il est passé chez lui pour déposer sa serviette dans le bureau du premier étage. J'ai les clés, je monte, je fauche sa serviette et je file. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu surveilles les alentours. C'est tout? Oui. Allez, ne fais pas cette tête-là. Tiens, voilà une lettre. Qu'est-ce que c'est? Tu la remettras à sa destinataire s'il m'arrive quelque chose. Bien. Tu es prêt à partir? Oui. Ah, attends une seconde, je vais embrasser Pascaline. Non. Michel. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Allons, parle. Qu'y a-t-il? Il m'écouta sans un cri, sans une plainte, sans une larme. Quand il contempla le cadavre de Pascaline, je compris que, dès cet instant, sa vie à lui aussi s'en était allée. Il ouvrit l'armoire, prit la longue robe de satin bleu pâle que portait le soir de leur rencontre, celle qu'il avait tant aimée, et il l'en revêtit. Quand tout fut terminé, il regarda Pascaline longuement, comme s'il eût voulu en emporter l'empreinte au fond de ses yeux. Puis, redevenu le chef, il m'entraîna. Le 28, c'est ici. Olivier. Quoi? Je n'ai plus le courage. Veux-tu monter ma place? Avec joie. Voici la clé et ma lampe électrique. Prends. Tu as bien compris. Au premier, la porte à droite. Je t'attends dans l'ombre du mur en face. En cas de coup d'urgence, j'ai une idée. Tu redescends à toute vitesse et tu te caches dans l'entrée de la cave qui est à gauche de l'escalier. Moi, dans la rue, j'amuse le boche et pendant ce temps-là, tu t'échappes. Compris? Je refuse. Pourquoi?
Parce que maintenant, tu te réserves la place la plus dangereuse. Mais non, j'ai un Ausweis. On ne me fera pas d'ennui. Je t'en supplie. C'est un ordre. Michel. Embrasse-moi. Et maintenant, va. J'ouvris la porte du 28 et la laissai ouverte. Puis je montai doucement. Arrivé au premier, j'ouvris la porte du bureau. Léla! Merde! Léla! Arrête de se dire! Arrête! Arrête de se dire! Michel s'était offert pour cible, madame, afin de rejoindre plus vite celle qui était devenue sa raison de mourir. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Morts le même jour, Michel et Pascaline ont été enterrés le même jour. Lui dans un luxueux caveau de marbre noir, elle dans une petite fosse pas bien profonde, de celles qu'on réserve aux pauvres. Et la nuit venue, 3 des meilleurs amis de Michel, j'en étais. Nous avons sauté le mur du cimetière et nous avons osé une profanation de sépulture. Oh. Eh oui. Oui, depuis 2 ans, nous étions habitués à d'étranges opérations. Nous avions perdu le sens de l'impossible et trouvions tout naturel que notre amitié eût un goût de mort. Le cercueil fraîchement inhumé de Pascaline, nous l'avons porté dans le caveau encore entrouvert où reposait Michel. Et nous les avons laissés côte à côte, leur disant dans un dernier adieu: vous n'avez pu marcher ensemble sur le chemin de la vie. Vivez maintenant l'un près de l'autre votre éternité. Et Odette? Elle seule pouvait réclamer le 13e cercueil, mais elle ignore tout de ce qui s'est passé. Et vous la laissez prier sur une tombe vide? Oui. Oh, c'est un abus de confiance, de l'escroquerie sentimentale. Quand une prière monte vers le ciel, c'est pour le repos d'une âme. Qu'importe où pourrissent les corps. Dans ce cas, pourquoi me demandez-vous d'accueillir dans mon caveau une étrangère? À vos yeux, la séparation de 2 corps devrait compter pour rien? Et le triomphe de l'amour sur la haine, qu'en faites-vous, madame? La justice après la mort, malgré la mort. Ne sentez-vous pas que vous pourriez être agréable à Dieu et le préparer à votre pardon? Je n'ai rien à me reprocher. Faillite totale de votre petite intelligence, monsieur le spéléologue. Je ne suis pour rien dans la mort de cette fille. Il n'y a pas de preuves. Dites tout de même aux autorités que, tant qu'on ne viendra pas réclamer ce 13e cercueil, vous entendez lui réserver les droits sacrés de l'hospitalité. Les étendre aux morts n'est pas un péché que je sache. Mais l'on vous obéira. Je ferai ce que je voudrais. Alors c'est Dieu qui vous jugera. Un dernier mot. Vous vous souvenez que chez Pascaline, avant de partir pour notre mission, Michel m'avait remis une lettre. Oui. Elle était pour vous. Mais Pascaline morte, je l'ai estimée sans objet. Aujourd'hui, je crois qu'elle a repris son entière signification. Je vous la laisse. Adieu, madame. Une lettre. Grand-mère, avant-hier, vous m'avez montré une tendresse et une bonté auxquelles je ne m'attendais pas. Ainsi donc, vous m'aimiez, et je vous ai méconnu. Pardonnez-moi. Je risque chaque jour ma vie pour une besogne utile. Si vous recevez cette lettre, c'est que je serai mort. Veillez sur Pascaline et sur le petit être fait à mon image qui prendra bientôt ma place auprès de vous. Je veux croire que ce sera un fils et que seul héritier du nom, il maintiendra pour votre plus grande joie la tradition Le Halleck. Veillez sur lui, veillez sur eux. Merci.
Qu'est-ce que c'est? Le dîner, madame. Je ne dînerai pas. Madame pleure? Ce soir, Pierre, je me sens vieille. Définitivement vieille. Et si seule. Allez. Bonsoir, madame. Allô? Allô, mademoiselle. Donnez-moi le 224. Allô? Allô, c'est vous, monsieur le maire? Je voulais vous dire, à propos de ce cercueil, je sais maintenant. Cette morte est effectivement de ma famille. Une jeune fille blonde en robe de bal, nouvelle radiophonique de Jean Marcillac, était interprétée par Julien Berthaud, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle d'Olivier, avec Jacqueline Rivière, Pascaline, Roger Coggio, Michel, et Albert Gercourt, Raymond Pélissier, Jean Bollot, Yves Duchâteau, Valé Valdy, Marcel Lestan, Marie-France et Germaine Kerjean de la Comédie Française dans le rôle de Madame Le Hallec. Prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marié, bruitage Gabriel de Rivage, assistant de production Jean Garrett